Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Yannick BRUNPICARD, Plus loin que le développement durable, la durabilité 2014. Jean-Michel Lebeau, Éléments d'écologie humaine 2014. Claude Giraud, Qu'est-ce qui fait société 2014. Nicole Rollins, Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle. Tome 4, Poussée d'émancipation et violence colonisatrice 2014. Khosrow Maleki, Introduction à la sociologie du mécontentement social 2014. Jean Penef, Howard S. Baker. Sociologue et musicien dans l'école de Chicago 2014. Jean-Michel Bessette, Être socio-anthropologue aujourd'hui 2014. Alexandre Daflon, Il faut bien que jeunesse se fasse. Ethnographie d'une société de jeunesse campagnarde 2014. Jean Penef, Howard S. Baker. Sociologue et musicien dans l'école de Chicago 2014. Dominique Martin, Relations de travail et changement social 2014. Thomas Pierre, L'action en force et les forces en action. Sociologie pragmatique des forces 2014. Jean Ferrette, Dire, Souffrance hiérarchique au travail. L'exemple du secteur public 2014. Sous la direction de Sandrine Guémard et Angel Guido, Mobilité et transport durable, des enjeux sécuritaires et de santé 2014. Simon Tabet, Le projet sociologique de Zygmunt Bauman. Vers une approche critique de la postmodernité 2014. Pascal Marcotte et Olivier Thevenin, Dire, Sociabilité et transmission dans les expériences de loisirs 2014. Préambule. Ce livre réunit certaines contributions présentées lors du colloque organisé pour le 40e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO, en novembre 2012 à Dijon, l'invention de la valeur universelle exceptionnelle. Il a été réalisé avec le soutien et la collaboration du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, du laboratoire CIMEOS, EA 4177, du Centre Georges Chevrier, UMR 7366, la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Bourgogne et son pôle culture et patrimoine. Nous exprimons toute notre gratitude au concours du groupement d'intérêt scientifique Institutions patrimoniales et pratiques interculturelles, JIPAPIC, http://www.ipapic.eu/. Comité de pilotage. Alain Chenevet, Université de Bourgogne. Ghislaine GLASSONDESCHAUMES, ingénieur de recherche CNRS, JIPAPIC. Maria GRAVARIBARBAS, Université Paris 1. Hélène Hatzfeld, Ministère de la Culture, JIPAPIC. Nanta Novello PAGLIANTI, Université de Bourgogne. Philippe Poirier, Université de Bourgogne. Daniel RAICHVARG, Université de Bourgogne. Marielle Richon, Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Jean-Louis Tornator, Université de Bourgogne. Comité scientifique. Mohamed BERRIAN, Université de Rabat, Maroc. Christine Cameron, UNESCO, Canada. William Logan, Université de Deakin, Melbourne, Australie. Ouided Majdoub, Université de Sousse, Tunisie. Lucie MORRISSET, Bucam, Canada. David Picard, Nouvelle Université de Lisbonne, Portugal. Mike Robinson, Université de Birmingham, Royaume-Uni. Jarkko Saarinen, Université de Oulu, Finlande. Walter SANTAGATA, Université de Turin, Italie. Clara SARMENTO, Institut Polytechnique de Porto, IPP, Portugal. Nalini THKUR, École d'urbanisme et des architecture de Delhi, Inde. Jordi Tresra, Université de Barcelone, Espagne. Yves WINKIN, ENS-Lyon, France.
Introduction générale, les métamorphoses du patrimoine mondial. Alain Chenevet. Maître de conférences, Université de Bourgogne, laboratoire CIMEOS, EA 477. L'acte constitutif créant une organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, est ratifié à Londres le 16 novembre 1945 par une vingtaine d'États à l'échelle mondiale. Affirmant en préambule que l'incompréhension mutuelle des peuples a toujours été, au cours de l'histoire, à l'origine de la suspicion et de la méfiance entre nations, par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en guerre, et soulignant qu'une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des gouvernements ne saurait entraîner l'adhésion unanime, durable et sincère des peuples et que par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. L'Organisation internationale propose de défendre et de promouvoir les valeurs culturelles et éducatives face au marché social dont les dangers et le rôle dans le déclenchement des conflits mondiaux au XXe siècle étaient alors confirmés par d'éminents économistes tels Karl Polanyi, 1944. 27 ans plus tard, en novembre 1972, l'UNESCO constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation, mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables, préconise aux différents États à l'échelle internationale identifier, de protéger et de préserver du patrimoine culturel et ou naturel, plus encore de singulariser celui pouvant prétendre à une valeur universelle exceptionnelle. 3. Outstanding Universal Value, pour l'humanité. Ce programme est l'objet d'un traité international matérialisé par une convention du patrimoine mondial et signé par la centaine d'États membres en 1972. Ce projet a pour but de repérer, nommer et préserver les biens dits culturels ou naturels en présentant une liste représentant l'héritage commun de l'humanité. Son originalité est de nommer et de protéger des biens naturels et ou culturels distingués sur des critères, tels ceux de représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain, témoigner d'un échange d'influences remarquable, apporter un témoignage unique et exceptionnel ou encore représenter des airs d'une beauté naturelle majeure, pour n'en citer que quelques-uns. La Convention de l'UNESCO de 1972 est le prolongement d'une définition très européenne, d'un patrimoine collectif culturel et naturel. Avant de devenir mondial, le patrimoine est une allégorie qui n'a cessé de se métamorphoser depuis plus de 2 siècles, Choet, 1996, et dont il est difficile de réaliser la genèse. Dans sa signification initiale, le patrimoine est ce qui se transmet dans une famille, ce sont les biens domestiques indivis dont la figure tutélaire du père est le garant et le responsable. Au XVIIIe siècle, les États européens, en devenant autonomes du pouvoir religieux et royal, empruntent la métaphore du patrimoine familial afin de désigner des objets matériels et symboliques pour accompagner la fondation des États-nations et la liberté conquise sur l'Ancien Régime. En France, avec la Révolution française, une politique du patrimoine collectif se matérialise, par exemple avec la fondation des institutions patrimoniales, les Archives nationales, le Conservatoire national des arts et métiers, mais aussi le Musée de la République en 1793, du Louvre, où les biens saisis à la royauté, à l'Église mais aussi aux émigrés deviennent un héritage moral et non vénal, où les biens inscrivent le pays dans une histoire prestigieuse consacrant ainsi l'idée de progrès, art universel qui doit promettre une nouvelle société extirpée de la communauté et des croyances irrationnelles. Pommier, 1991, Poulot, 1997. Naît alors le souci singulier de désigner des monuments historiques, qu'accompagne un inventaire des bâtiments et des monuments à sauvegarder. Avant cette période, l'habitude était de récupérer pierres et matériaux sur les bâtiments anciens pour en construire de nouveaux. Le réemploi était l'usage et la conservation du bâti l'exception. Mais dans un processus de sécularisation, le patrimoine collectif est alors entendu comme ce qui doit permettre de transmettre les grandes œuvres des beaux-arts et des antiquités nationales dans une perspective didactique et émancipatoire, l'État devenant l'arbitre et le garant, en quelque sorte le pater familias. Ce projet politique d'instrumentation de la rhétorique patrimoniale ne devient une notion juridique en Europe qu'à la fin du XIXe et surtout au début du XXe siècle,
1887, 1906 et 1913 en France, défini dans un code sur les monuments historiques et les sites qui a cessé depuis de se développer vers celui plus général du patrimoine, dit Joya et Chaumier, 2008, Poirier, 2003. Cependant, avant d'être un concept juridique à la fin du XIXe siècle, l'invention du monument historique naît en France de la réaction au vandalisme qui jalonne les révolutions sociales et politiques et accompagne le désenchantement du monde au XVIIIe siècle. Mais c'est aussi le produit du romantisme et de la littérature qui s'exprime quelques années plus tard, comme en témoigne par exemple le pamphlet de Victor Hugo sur la guerre aux démolisseurs en 1832, s'insurgeant contre la jouissance totale de la propriété privée. Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur. Misérables hommes et si imbéciles qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont des barbares. Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous. Victor Hugo 1832. Ceci souligne que le patrimoine est le produit d'une maïeutique et ou d'une rhétorique, qui est avant tout un projet politique avant d'être une technique de conservation, un objet juridique ou un traité international. Le droit arrive après la reconnaissance sociale et politique. Il accrédite a posteriori la construction d'un intérêt, d'une volonté de prendre soin, d'un souci de préservation et de valorisation, de conservation et ou de transmission. Le patrimoine est un esprit, Tornator 2008. Avant d'être une forme et ou institution juridique, c'est une sorte de souffle, un désir, une puissance politique d'instituer. Ainsi, au cours du XIXe siècle, le patrimoine concerne surtout du bâti monumental. C'est l'outil privilégié des États-nations pour s'imposer dans la compétition entre les pays en Europe mais aussi dans le monde, Auduc, 2008. Les monuments historiques désignent alors des objets emblématiques et iconiques qui sont avant tout au service de la cohésion géographique et politique, de la centralisation des pouvoirs et appuient le renforcement de leur légitimité auprès des peuples. Thiès, 1997. En 1872, les États-Unis mettent en avant la nature comme un élément à singulariser avec la création du parc national de Yellowstone. Cette désignation patrimoniale est censée représenter une nation puissante inscrivant et matérialisant son histoire dans des paysages grandioses et des animaux emblèmes, tout en déportant les Indiens à leur présent, Descola, 2011. En France, la passion de l'empereur Napoléon III pour l'histoire romaine et la guerre des Gaules suscite la première grande campagne de fouilles archéologiques à Alys-Sainte-Reine en Bourgogne. L'empereur utilise l'idée monumentale et l'histoire pour inscrire la France dans une diachronie prestigieuse au nom d'une authenticité souvent faussée car reconstruite et remaniée. Cyr 2005. Le patrimoine monumental et historique est alors un outil politique sélectif, un instrument idéologique utile au développement des nationalismes et à la consolidation des pouvoirs nationaux. Guillaume, 1980. Il impose le souvenir et occupe l'espace public au sens habermasien. Le bien commun, la transmission et la protection nécessaires de certains éléments ou sites, la conservation et les éléments liés à l'éducation au patrimoine et à la formation du citoyen sont à cet égard pétris d'intérêts plus pragmatiques et très liés à la reproduction de l'ordre social et politique. Ce n'est pas le passé qui s'impose aux acteurs sociaux qui produisent le patrimoine, mais c'est bien au présent que s'imposent les choix de ce qu'il est utile de distinguer, de préserver et ou de transmettre. d'Avalon 2000. Autrement dit, le patrimoine est avant tout un instrument de pouvoir au service d'intérêts sociaux et politiques du présent. Cette vision utilitariste, qui s'impose du haut vers le bas, est en partie tempérée par l'extension importante que le patrimoine connaît au XXe siècle, à la fois sur les types d'objets sélectionnés et sur les acteurs qui souhaitent produire du patrimoine. Un processus entre les deux guerres, non plus simplement porté par l'État et ses agents mais aussi désormais par une multitude d'acteurs de la société civile provenant des sociétés savantes ou régionalistes, provoque une sorte de démocratisation patrimoniale. Nous voyons à partir des années 1920 puis avec la loi de 1930 sur les sites, des paysages urbains, ruraux, naturels ou historiques, des architectures vernaculaires et populaires, pittoresques ou scientifiques, singularisées par les services des monuments historiques mais dont l'intérêt est impulsé par le mouvement associatif et l'engagement citoyen.
Porté par l'humanisme, par l'ethnologie, mais aussi par le tourisme naissant, le patrimoine n'est plus simplement destiné à incarner les grandes nations, mais aussi les petites patries, les régions nourries par le folklore et le pittoresque. Berthaud L'Avenir, 1999. Le regard sur le patrimoine se transforme, devient même dans la deuxième partie du XXe siècle, à partir des années 1960, une représentation de ce que nous devrions protéger ou simplement soigner, déterminant une attention nouvelle au cadre de vie avec un développement de l'administration juridique et de législation induisant l'apport de plus de protection et de subventions. Les destructions massives du XXe siècle et le sentiment de pollution croissante semblent susciter un besoin nouveau de préservation et d'attention à notre environnement social et naturel. Micoud, 2001. Une nouvelle morale semble s'incarner dans l'idée patrimoniale du soin et de l'attachement à une diversité toujours plus vaste. Après la Seconde Guerre mondiale, le processus s'accélère et la dilatation patrimoniale se matérialise par des objets, sites et ou espaces maritimes, industriels, culinaires ou vernaculaires par exemple. Nous ne protégeons plus seulement des objets uniques mais typiques, plus simplement des sites localisés mais aussi leurs abords, leurs environnements, leurs paysages dans une dimension scientifique renforcée. Avec la loi Malraux, il en est de même des ensembles urbains importants. L'authenticité doit désormais être raisonnée et l'appréciation par des experts s'affirme. Heinisch, 2010. La dimension chronologique devient secondaire. Les éléments choisis peuvent désormais être très proches de notre contemporanéité. La prolifération patrimoniale est enclenchée et plus rien ne semble l'arrêter, d'autant que le mouvement associatif très actif se saisit sans cesse de nouveaux objets. Glevarec et Saez, 2002. Le patrimoine devient tout autant une dette vis-à-vis du passé qu'un devoir de préservation et d'attention pour le présent et l'avenir. Tornator, 2010, mais aussi programme de loisirs et d'éducation pour tous les publics. D'aucuns parlent d'abus monumental, Debray, 1991, ou soulignent le caractère mortifère de la machine patrimoniale, Jeudi, 2008, mais le processus est sans aucun doute plus complexe et dynamique, nous y reviendrons. Ce que nous pouvons souligner à travers cette histoire et pour mieux définir notre objet, c'est qu'il n'y a pas d'ontologie du patrimoine, c'est une invention sémantique et législative avec ses partisans et ses détracteurs, ses inspecteurs et ses experts, ses codes et ses acteurs scientifiques et politiques qui choisissent et convainquent de ce qu'il est important de désigner comme du patrimoine, comme ayant une valeur symbolique. Ce qui a changé, c'est que les acteurs qui nourrissent les énoncés du patrimoine dépassent désormais très largement les services des monuments historiques. Élus, experts du développement économique ou touristique, ambassadeurs, associations, commerçants et même individus. Sans nier les statuts et les hiérarchies, ils définissent en quelque sorte ce qui doit compter pour une société ou une communauté donnée, ce sur quoi nous devons investir du temps, de l'argent ou de l'énergie tout simplement. Rothenberg, 2010. Chaque génération recaractérise ce qu'elle considère comme du patrimoine, c'est une valeur relative et en constante métamorphose, produite par des configurations d'acteurs. Après de nombreuses tentatives, au cours des années 1930, de la Société des Nations, concrétisée avec la conférence d'Athènes en 1931, il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la métaphore patrimoniale s'internationalise. L'organisation non gouvernementale, l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, fait émerger les questions environnementales à l'échelle mondiale dès 1948. Puis, c'est au tour du patrimoine culturel, avec la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé en 1954. En 1956, est fondé le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, ICROM, dont le but est d'informer et de sensibiliser dans le domaine de la conservation-restauration. L'adoption de la Charte de Venise en 1964 préfigure la création en 1965 du Conseil international des monuments et des sites, ICOMOS, Association mondiale de professionnels dont l'objectif est la conservation des monuments, des ensembles et des sites du patrimoine culturel. C'est en 1972 que la métaphore patrimoniale connaît une nouvelle matérialisation internationale, avec la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'IUCN, l'ICROM et l'ICOMOS sont parties prenantes dans la rédaction de cette Convention du patrimoine mondial et sont des organisations qui participent et font partie de l'organe consultatif dès la fondation du Comité du patrimoine mondial en 1976.
Ce dernier élabore les premières orientations devant guider par des critères la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Il procède aux premières inscriptions, sur la liste du patrimoine mondial, de biens considérés comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. En 1978 à 79, l'Independence Hall et le parc national de Yellowstone aux États-Unis, le Mont Saint-Michel, le Palais de Versailles en France ou le Caire historique en Égypte pour n'en citer que quelques-uns. L'UNESCO propose d'inciter les États, c'est-à-dire les organisations politiques et juridiques d'un territoire délimité, considérés comme seuls souverains en la matière, à soumettre des sites ou des éléments exceptionnels du pays. Dans un premier temps, les éléments sélectionnés sont inscrits sur une liste indicative qui constitue la première étape de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. C'est l'antichambre listant les éléments mis en avant par chaque État pour obtenir du comité, le cas échéant, une reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle du bien garantissant son inscription sur la liste du patrimoine mondial. À la fin des années 1970, l'institution onusienne propose de fournir une assistance technique et une formation professionnelle pour une meilleure efficacité et pour élaborer des plans de gestion, censés garantir la légitimité finale du choix des objets patrimoniaux destinés à être protégés et transmis aux générations futures. L'UNESCO s'impose comme un gardien du temple au pouvoir moral et symbolique à l'échelle planétaire, et présente la valeur universelle exceptionnelle comme une importance culturelle et ou naturelle tellement exceptionnelle, qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité. À ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale tout entière, section 2. À paragraphe 49. Ainsi l'UNESCO aurait pour objectif de codéfinir avec chaque État souverain le meilleur, le summum et le top niveau, autrement dit les lieux culturels et naturels les plus exceptionnels de la Terre entière dans une communion consensuelle et globale, tandis que l'ICOMOS et l'UICN se voient attribuer le rôle d'évaluateur de leur valeur universelle exceptionnelle, culturelle et ou naturelle. Cette notion de valeur universelle exceptionnelle reste cependant floue et difficile à définir. Comment est-elle déterminée ? Le Comité du patrimoine mondial est, dès sa fondation, conscient que la valeur universelle exceptionnelle est un concept qui doit embrasser toutes les cultures, les régions et les peuples, sans ignorer pour autant les différentes interprétations culturelles de la valeur universelle exceptionnelle du fait qu'elles émanent de minorités, d'autochtones et ou de populations locales. Mais comment apprécier son importance en fonction de critères clairs et cohérents ? Comment estimer une ou des formes de reconnaissance et fixer l'évaluation de son intégrité à l'échelle de la planète ? Le chantier est d'une grandeur conséquente et non sans enjeux symboliques et politiques. Il est le produit d'un processus complexe indispensable pour accréditer sa légitimité. Car il faut convaincre et fabriquer de toutes pièces ce qui peut apparaître comme une chimère ou plutôt un non-lieu au premier sens du terme, une composition théorique hors sol d'une définition alors très occidentale du patrimoine, qu'il faut adapter à chaque situation et à chaque pays ou culture. La valeur universelle exceptionnelle de 1972 est une construction sociale, mais plus encore une production quasi-littéraire, une sorte de mythe contemporain. Celui d'une fraternité universelle d'apparence consensuelle, une valeur symbolique qui s'imposerait hors des conflits, hors de l'exploitation économique, hors du relativisme culturel, hors des rapports de force, hors de la violence et des luttes pour l'appropriation du patrimoine, mais aussi des controverses et des formes de domination. La valeur universelle exceptionnelle serait alors l'utopie d'un patrimoine authentique et incontestable, qu'il soit naturel et culturel, qui s'imposerait à tous selon des critères planétaires objectifs consacrés par essence. La reconnaissance de l'UNESCO doit sauver certains éléments patrimoniaux majeurs du péril avec une prise de conscience de l'intérêt de sa préservation, dans une démarche de distinction universelle. En 1959 et au début des années 1960, les premières campagnes mondiales de l'UNESCO pour sauver des sites en danger, Abu Simbel, Venige ou Borobudur en Indonésie, mobilisent l'opinion publique et font connaître l'organisation onusienne auprès du grand public, tout en introduisant l'idée que la protection du patrimoine à l'échelle internationale est légitime et utile. L'UNESCO est avant tout là, pour inciter les États à faire leur travail,
les accompagner et les former en s'inscrivant dans une collaboration canonique, au-delà des intérêts politiques et/ou économiques. Le patrimoine mondial de l'UNESCO n'a pas de valeur juridique contraignante, contrairement aux lois nationales sur les monuments historiques, mais la Convention est incitative. Elle représente une sorte d'éthique déontologique internationale et doit aiguillonner l'intérêt de l'ensemble des États membres en la matière. Seulement tout ne va pas de soi. Il faut à proprement parler fabriquer une croyance, celle de la légitimité de la valeur universelle exceptionnelle et de l'intérêt des interventions de l'organisation internationale. En finalité, il faut persuader des États et in fine des populations et cette fois à l'échelle universelle, qu'ils possèdent un intérêt et des valeurs patrimoniales communes auxquelles ils doivent s'affilier. Le processus est toujours en cours car les formes et principes qui fondent la Convention évoluent constamment et les acteurs qui participent à la définition du patrimoine ne cessent de s'élargir. Scientifiques, mouvements associatifs, communautés locales. Les notions de valeur exceptionnelle, d'universalité, de bien commun majeur sont vite apparues comme des concepts problématiques. Loin de s'imposer avec évidence, la valeur universelle exceptionnelle prônée par l'UNESCO en 1972 est rapidement confrontée à son caractère vague et imprécis. Comme le montre Chloé Morel dans ce livre, d'aucuns reprochent au patrimoine mondial de trop privilégier les conceptions occidentales du patrimoine, matériel et monumental, et ne pas suffisamment privilégier la diversité culturelle, de proposer une convention trop naïve et surannée rappelant la période des beaux-arts de l'Occident du XVIIIe, aussi de trop avantager le marbre et la pierre et pas assez l'immatériel. Face aux critiques liées au retour d'une conception antédiluvienne et ethnocentrée du concept des chefs-d'œuvre de l'humanité, expliquant au cours des années 1970 et 80, la trop forte présence des sites occidentaux au détriment d'autres continents, de l'Afrique, des États arabes mais aussi des États d'Amérique latine et Caraïbes, la Convention fait l'objet d'orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, mais aussi de recommandations et de déclarations. Ces dernières permettent à l'organisation internationale, sans pour autant modifier le texte de base de 1972, d'affiner peu à peu le concept, d'évoluer avec l'ère du temps, prise en compte par exemple du développement durable, et d'assimiler d'autres notions moins occidentales du patrimoine, plus liées à celles de la diversité, du paysage culturel, du développement et de l'implication des communautés locales. Pour répondre aux critiques et au fil de réunions successives de l'UNESCO, force est de constater la grande fluctuation et la variabilité des interprétations pour caractériser les critères de la valeur universelle exceptionnelle. Métamorphose pragmatique et conceptuelle qui mène notamment à l'adoption par exemple d'une nouvelle notion de patrimoine culturel immatériel, qui est l'aboutissement, en grande partie, de la recommandation de la protection des cultures traditionnelles en 1989, mais aussi de la Déclaration sur la diversité culturelle en 2001. Cette notion de patrimoine vivant successivement nommée folklore, culture traditionnelle et populaire, puis patrimoine immatériel, est adoptée en 2003 par l'UNESCO. Cette orientation renverse en quelque sorte la perspective. Ce sont les communautés locales qui doivent choisir leur patrimoine, induisant pour certains un nouveau régime de patrimonialité où la valeur universelle exceptionnelle n'apparaît plus. Turgeon-Laurier, 2010. Les deux conventions de 1972 et celle de 2003 sont très différentes, dans leur concept et dans les modalités de leur instruction. Pour le patrimoine culturel immatériel, excitent les experts et les représentants de la culture consacrée. Ce sont les communautés ou les habitants eux-mêmes qui choisissent leur patrimoine, non plus monumental, mais des formes plus informelles dans leur diversité, des pratiques, des représentations, un environnement culturel et anthropologique apte à garantir la recréation permanente des cultures en lien avec la nature. La liste du patrimoine immatériel de l'humanité n'a plus simplement pour but de récompenser le meilleur et l'exceptionnel, mais de distinguer des importances immatérielles subjectives portées par des communautés, se détachant en grande partie des attributs de la valeur universelle exceptionnelle. Ce qui rapproche les deux notions de 1972 et 2003, c'est le rôle des États qui en dernier ressort détermine ce qui doit être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, que ce soit au titre des valeurs matérielles ou immatérielles, au titre de la valeur universelle exceptionnelle ou au titre du patrimoine culturel immatériel.
Cela interroge sur les conditions par lesquelles des communautés locales réussissent à faire reconnaître leur subjectivité par leur État, comme étant dignes d'obtenir une distinction internationale. La désignation patrimoniale reste de toute façon inscrite sur des territoires nationaux et encadrée par des politiques publiques et des experts. Ces évolutions soulignent cependant l'importante plasticité conceptuelle du patrimoine mondial de l'UNESCO qui ne cesse de se métamorphoser avec de nouvelles références aux consonances plus anthropologiques, plus participatives, de plus en plus liées à l'idée des droits culturels, Lucas 2012, au paysage culturel et moins aux grandes œuvres et à l'exceptionnalité monumentale. Avec le patrimoine oral et immatériel de l'humanité, la tendance est confirmée. Il ne s'agit plus simplement d'une liste d'éléments bâtis ou naturels consacrés, mais d'une diversité patrimoniale s'incarnant dans la mixité et la pluralité culturelle, un patrimoine intégré. Ces déplacements de signification et de légitimité se réalisent sous l'influence de l'anthropologie et de l'ethnologie, Bortolotto, 2011, dans une conception plus anglo-saxonne mais aussi sous le feu des critiques des pays non-occidentaux d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Chiara Bortolotto souligne à cet égard le rôle important du Japon tout au long de la décennie des années 1990 dans la mise en place du patrimoine culturel immatériel, PCI, de l'UNESCO imposant à partir de 2003 la notion de trésor humain. Le patrimoine mondial apparaît une notion modulable, qui se transforme en intégrant en quelque sorte les critiques, s'adapte aux interactions sociales et aux conflits d'interprétation désormais à l'échelle de la planète. C'est un processus de traduction, avec ses controverses mais aussi avec ses collaborations souvent inégalitaires entre les acteurs de l'UNESCO, les locaux et l'État comme l'illustrent les analyses d'Igor Babou ou encore de Mathieu Dormel. Plus encore, c'est un travail d'activistes, d'adeptes et de scientifiques où pour singulariser il faut parler, démontrer, entraîner, expliquer, persuader et même séduire, mais aussi écarter les rivaux, trier, hiérarchiser et séparer pour distinguer, mais dont l'issue est toujours incertaine. Ce travail pragmatique est porté par des acteurs sociaux, produit dans l'interaction, des chaînes de coopération et des polémiques, Baker, Latour et Calon. Dans cette optique, les valeurs du patrimoine mondial se déplacent, ces définitions se nourrissent désormais d'injonctions parfois contradictoires comme l'extraordinaire et la diversité, l'exceptionnel et le banal, le monumental et l'ordinaire, le matériel et l'immatériel. Avec le patrimoine culturel immatériel, celui-ci ne concerne plus simplement des objets matériels qu'ils soient culturels ou naturels mais aussi les savoir-faire, les coutumes, les fêtes, les représentations sociales, le spectacle vivant par exemple le théâtre kabuki au Japon ou encore la tradition du chant védique en Inde. Le patrimoine change de braquet et ne sert plus simplement l'unicité. D'autres formes de légitimité naissent telles le lien et la reconnaissance sociale, l'économie et le tourisme mais aussi le dialogue entre les peuples après le colonialisme, Appaduret 2005. Dans cette optique, la globalisation économique et culturelle aurait ainsi pour conséquence de démultiplier les publics et les acteurs qui sont en mesure de produire de nouvelles formes patrimoniales. Le déplacement des notions occidentales à l'UNESCO et le développement au patrimoine mondial à partir des années 1970 seraient une réponse, toujours en mouvement et en construction, à l'émergence d'un monde de flux et d'une nouvelle mondialisation qui se met en place à partir de 1945. Plus encore avec la nouvelle convention de 2003, nous voyons progressivement l'émergence de groupes, d'associations, d'individus qui produisent leur patrimoine, leur localité, leur héritage mais cette fois à l'échelle de la planète. En consonance avec l'UNESCO, la convention de Faro adoptée par le Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, 2005, ou la déclaration de Fribourg sur les droits culturels 2007, seraient des avatars de ce processus lié à la mondialisation. Les émotions patrimoniales les plus diverses, Fabre 2013, comme réponse à un monde plus cinétique, rempli de flux et de migrations, comme de nouvelles formes d'attachement et d'attention qui permettraient de prendre soin de son environnement social et naturel désormais à l'échelle globale et déconcentré dans un monde de plus en plus total. Loin de l'uniformisation consumériste et de la marchandisation, le patrimoine susciterait au contraire des adhésions nouvelles. Serait-il annonciateur de nouvelles situations morales en train de se faire pour définir ce à quoi nous tenons? H. 2011. La question sur la dimension véritablement participative des communautés et ou des locaux se pose,
car la demande sociale se renouvelle et se développe par la prise en compte de l'environnement humain et non humain, provoquant le développement d'une sorte d'omnipatrimonialisation, tout devenant potentiellement du patrimoine. Ce processus serait une sorte de résistance à l'absorption pure et simple dans l'anonymat d'une culture globale de plus en plus homogénéisée, et susciterait l'invention de nouvelles responsabilités morales, d'une dette vis-à-vis du passé, mais surtout du présent et de l'avenir. La globalisation inciterait la fabrication de nouvelles formes de transmission, l'invention des patrimoines et des traditions jouant un rôle prépondérant pour requalifier et redistinguer les hommes, les groupes, les espaces et le cas échéant les préserver, les inscrire dans un soin collectif protecteur, ce que l'on appelle aujourd'hui par exemple le développement durable. La mondialisation des économies, mais aussi des représentations et des idéologies individualistes et consuméristes, amène en retour à de nouvelles productions patrimoniales plus communicationnelles fondées sur certaines images, critiquant toujours le top-down patrimonial au profil de politiques plus liées au bottom-up, du pouvoir des États vers les communautés, des experts vers un patrimoine citoyen. Ainsi, à l'opposé d'un écrasement et d'une instrumentalisation croissante du monde consumériste sur la production patrimoniale, nous aurions avec le patrimoine une perspective dynamique sur des identités collectives et des formes mémorielles en constante reconstruction. Les touristes, les étudiants et plus globalement les migrants constitueraient dans cette optique les nouvelles matrices du patrimoine que nous devrions analyser et comprendre s'ils produisent de nouveaux imaginaires et des récits patrimoniaux, pour répondre par exemple à la crise écologique qui vient. Dans ces conditions, il est évident que nous sommes rentrés avec le XXIe siècle dans l'ère du post-national. Le patrimoine mondial contribue-t-il à construire un nouvel universalisme plus pragmatique, plus respectueux de la diversité, des communautés locales et des individus? L'innovation en matière de patrimoine se réalise-t-elle désormais à l'échelle mondiale, et non plus dans les contraintes trop compassées et surannées du service des monuments historiques, qui est dans cette perspective en perte de vitesse ou de banalisation? Les nouvelles formes de production patrimoniale plus immatérielles propres aux organisations européennes et internationales, et qui s'incarnent dans la Convention de 2003, mais aussi celle du Conseil de l'Europe de Faro, moins liée à l'authenticité, présentent une souplesse qui contraste avec les structures rigides des appareils étatiques des services des monuments historiques avec leur cadre juridique et formel. Mais les organisations, les groupes, les communautés qui se développent autour du patrimoine immatériel à travers la planète, sont-ils représentatifs et préfigurent-ils un nouveau modèle politique plus directement ancré dans la société civile et qui transcenderait allègrement les frontières nationales? Blondiot 2008. Ces hypothèses demandent, en dernière analyse, de multiplier les lieux d'investigation autour des notions patrimoniales, désormais au-delà même des services de l'UNESCO. Cela étant, le succès communicationnel planétaire du patrimoine matériel et immatériel trouve de plus en plus ses formes de légitimité et d'action dans le développement du tourisme, dans les principes d'attractivité des territoires, dans l'idéologie de la globalisation économique. Nous sommes à l'ère du capitalisme artiste, Boltanski 1999, et de l'esthétisation du monde, Lipovetsky 2013. Et malgré des retombées économiques parfois décevantes, Prudhomme-Rémy 2008, la demande de patrimoine mondial est exponentielle, portée par des attentes sociales et économiques croissantes. L'exceptionnel, le remarquable, le rare, le surprenant, l'introuvable et le précieux se banalisent aussi sous la pression de sa dimension économique et mercantile. L'inscription sur la liste du patrimoine mondial au titre de la valeur universelle exceptionnelle ou de l'immatérialité, comme nous le souligne Richard Schildhaus dans cet ouvrage, devient une sorte de label, de marque recherchée qui standardise tout en cherchant à se singulariser. Le patrimoine mondial devient aussi une manière de penser économiquement les États et les territoires dans la concurrence, de contrer le déclin et de relancer l'attractivité économique, comme l'exemple de Liverpool développé par Sylvie Neil et Cécile Doustali. L'objectif d'essor interculturel, de solidarité intellectuelle et morale de l'UNESCO, la capacité des groupes sociaux ou des communautés locales à générer un esprit patrimonial à leur cadre de vie, sont ainsi largement stimulés et encadrés par des finalités de développement économique des espaces et de qualification des groupes sociaux associés. Les dossiers sont ainsi souvent portés par les acteurs économiques, qui font partie de la société civile,
ce qui peut provoquer un certain désenchantement sur les dispositifs de participation des individus, comme nous pouvons l'observer, par exemple, avec les candidatures des climats des vignobles de Bourgogne, des coteaux et caves de Champagne, ou encore du carnaval de Binche en Belgique, Gaube, 2010. Des inégalités du patrimoine apparaissent en fonction de la capacité des groupes sociaux à faire reconnaître leur espace comme du patrimoine, aux yeux de leur État et de tous. Les groupes sociaux les plus influents, pour imposer auprès de leurs administrations gouvernementales les espaces ou les pratiques dignes de postuler à la valeur patrimoniale, sont privilégiés. Le patrimoine et le simulacre de sa mise en tourisme produiraient des inégalités nouvelles d'une guerre de tous contre tous pour se distinguer, se singulariser et faire partie du club, Chaumier 2009. La concurrence entre États serait de plus en plus forte, mais aussi entre les blocs géopolitiques avec l'émergence des BRICS, dont les dossiers sont portés par les ambassadeurs avec des négociations en coulisses, bien loin des critères d'authenticité et d'intégrité et même de démocratie patrimoniale. La spectacularisation et la marchandisation du patrimoine s'imposant très largement, Chenevet 2014. Nous avons souhaité dans cet ouvrage ouvrir largement toutes ces interrogations grâce à des contributions qui entrent en résonance avec la dimension politique du phénomène patrimonial. Plusieurs questions se posent. Observe-t-on une demande sociale croissante de patrimoine mondial et si oui, de qui et par qui ? Cette demande sociale induit-elle de nouveaux débats sociaux sur les territoires ? Si oui, en quoi cela symbolise-t-il des changements sociaux, culturels et ou économiques ? Et plus globalement, ce désir de reconnaissance universelle transforme-t-il le rapport au patrimoine, modifie-t-il notre perception de l'environnement, du paysage mais aussi du monumental et du culturel ? Observe-t-on une unité ou une diversification des usages et des pratiques ? Quel est désormais le rapport du patrimoine mondial avec la mémoire, l'idéologie, l'histoire, la gouvernance et l'espace, mais aussi avec la participation des populations locales et le rôle des communautés ? Que met-on d'ailleurs réellement en valeur dans ces territoires, et pour qui ? Pourquoi ? Quelles sont les finalités passées, présentes et à venir de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial ? Le patrimoine mondial favorise-t-il le développement économique ? Forme-t-il une identité culturelle mondiale ? Une identité globalisante, globalisatrice et ou globale ? Ou à l'inverse renforce-t-il l'identité culturelle locale ? Si oui, quelles en sont les composantes interculturelles ? Nous avons souhaité poser ces questions et laisser chacun des participants répondre avec son terrain et ses spécificités. La multiplication des usages de la notion de patrimoine mondial pose en dernière analyse la question de son équilibre géographique et culturel ainsi que de ses ambiguïtés et limites. Enfin, quelle est la relation du patrimoine mondial avec les ressources humaines techniques et financières requises avant et pendant le processus d'inscription puis ensuite, dans la transmission des biens aux générations futures ? Ces dernières se reconnaîtront-elles dans les biens transmis ? Quelle sera la typologie des futures propositions d'inscription ? Quelles en seront les origines géographiques, et pourquoi ? En somme, comment, pourquoi, avec qui et pour qui construirons-nous la valeur universelle exceptionnelle aujourd'hui et demain ? Pour préciser nos axes, nous proposons d'analyser la notion de valeur universelle exceptionnelle, vue, dans 3 chapitres dimensions. Il s'agit dans un premier temps avec Chloé Morel, Annie Héritier, Christophe Gauchon et Charlotte Malga d'apprécier le patrimoine mondial dans sa dimension diachronique. Connaître l'évolution historique de la vue, montrer sa plasticité dans le temps et dans l'espace, interroger les transformations symboliques et réelles induites notamment par la notion de diversité culturelle. Au-delà d'une vision normative, nous pourrons ainsi questionner la capacité pour une communauté locale d'inventer une ou des valeurs universelles exceptionnelles, singulières et ou plurielles. La vue se trouve-t-elle actuellement dans l'exceptionnalité, ou dans une originalité ? Existe-t-il un ou des universels pour la vue ? Avec Mathieu Dormel, Igor Babou, Cécile Doustali et Véronique Zaman, nous saisirons le patrimoine dans sa dimension interactionniste et communicationnelle. Cela pose la question de la multiplicité des acteurs du patrimoine mondial, des dispositions nécessaires pour construire de la vue. Qui fait patrimoine aujourd'hui ? Quelles sont les chaînes de collaboration d'acteurs, mais aussi les conflits d'interprétation, les procédés de construction, les formules développées, les sphères d'influence, les outils de communication nécessaires.
Il s'agit d'interroger le patrimoine mondial comme un processus de co-construction d'acteurs institutionnels ou non, avec ses hybridations, ses métissages et ses connexions inscrites dans des interactions sociales mais aussi dans des dynamiques interculturelles. Dans une dimension politique et prospective, avec Richard Schildhaus, Yoa Yifeng et Jean-Jacques Bouteau, nous nous intéresserons à la question de la revendication de territoire, à l'appropriation identitaire des espaces en fonction des intérêts géopolitiques, économiques et touristiques. Nous questionnerons également les formes de réception, autrement dit, comment les générations futures se reconnaissent dans les valeurs du patrimoine mondial actuel. Enfin, à travers la réflexion de Jean-Louis Tornator, nous nous interrogerons sur l'après-vue et les métamorphoses de la problématique du patrimoine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.